Mesdames, Messieurs, chers amis, je vais essayer de finir cette journée pour vous d'une manière pas déplaisante. Donc, j'ai une montre. Si je vois que ça dure trop longtemps, j'arrêterai. Voilà. Et je pense effectivement pas abuser de votre patience. Mon premier... comment dirais-je, mon premier point, en fait, voilà, je vais faire une intervention qui est une perforance ou une conférence, un petit peu comme vous voulez. Et j'ai prévu quelques points, genre 5 points ou 4 points peut-être. Et le premier s'appelle la téléologie à côté de la plaque. Alors, je vous le lis. La téléologie, oui, la performance ou conférence que je vous présente ici est veuve ou orpheline d'Éric Duykertz, avec lequel il était prévu que nous en fassions tous les deux un duo. Mais il n'a pas pu venir. Contrairement au titre retenu par les organisateurs, j'en profite pour les remercier de leur invitation. Et voilà, est diffusé dans le programme Téléologie. Éric et moi avions plutôt prévu de vous parler ensemble de télélogie. J'en profite pour excuser entièrement les organisateurs de leur faute de frappe, tant il est vrai que c'est nous qui semblions en avoir fait une de faute de frappe en leur proposant ce bizarre télélogie. Téléologie est un vocable, un néologisme que j'avais inventé dans le feu de la discussion entre nous et qu'Éric avait aussitôt adopté comme titre, à mon sens, un peu précipitamment. De quoi s'agissait-il? Au départ, je pensais que nous aurions pu nous entretenir, et vous entretenir aussi, bien sûr, de télépathie, parce que nos improvisations sur Canva nous amènent souvent au bord de la télépathie, et que de la télépathie à l'intuition, il n'y a qu'un pas, ou deux, ou trois, mais en tout cas des gens comme nous passent facilement à pied sec de l'un à l'autre. Cependant, nos exercices communs étant le plus souvent des exercices de parole, et plus précisément de raisonnement ou d'argumentation, il me semblait donc que notre communauté mentale, communio mentis, était plus de l'ordre du logique que du pathique. Et c'est pour ça que j'avais tenté de corriger la télépathie originelle en télélogie, parce que nous serions, Éric et moi, que dis-je, parce que nous sommes, Éric et moi, des télépathes de la pensée, des virtuoses de l'argumentation synchronisée. Vous voyez, l'argumentation synchronisée, ce serait un peu, au fond, à la rhétorique, ce que la natation synchronisée est à la natation. Voilà, pour ça. Dans le feu de la discussion téléphonique, je le précise, j'avais aussi aperçu les nouvelles technologies et la révolution numérique, qui sont des sujets tellement bateaux qu'on est sûr à leur bord de pouvoir toujours fluctuer sans jamais merguitour, c'est-à-dire que ça vogue tout seul. Et naturellement, Éric aussi avait aperçu la grosse embarcation sans que nous ayons eu besoin même de la nommer. Comment fait-on naviguer la chose? Très simplement. Un matin de 1950, un aborigène d'Australie, alors c'est une petite anecdote, hein, un matin de 1950, un aborigène d'Australie chemine vers un comptoir commercial qui se trouve à une 50aine de kilomètres de son habitation. Mettons qu'il ait dans l'esprit une liste de courses établie avec sa femme avant de partir. Alors qu'il a déjà parcouru une 20aine de kilomètres, sa femme, qui est restée au logis, se rend soudain compte qu'ils ont tous les deux oublié de mettre sur leur liste une denrée ou un outil très nécessaire au ménage. Ni une ni deux, elle envoie
Elle envoie un rectificatif à son mari par voie télépathique, de sorte que lui-même, 20 km plus loin, reçoit le message dans son esprit et trouve peut-être même la ressource d'accuser-réception. Cette scène, rapportée par les amateurs occidentaux de magie exotique et de tourisme spirituel, dans les années 50, trouverait aujourd'hui une réplique dans l'anecdote suivante, tellement insipide, à vrai dire, que j'ose à peine la raconter. Jean-Pierre va au supermarché pour faire des courses, comme tous les samedis, mais avec Jessica, ils ont oublié de noter qu'il fallait acheter aussi du shampoing pour les enfants. Sans hésiter, Jessica envoie un texto ou un SMS, j'ai toujours pensé que les deux expressions étaient synonymes, donc à Jean-Pierre qui dit « N'oublie pas le shampoing bébé, bisous ». Bon. Alors, on peut bien affirmer, en l'occurrence, que la télépathie traditionnelle, si elle n'a jamais existé, est aujourd'hui remplacée ou bien réalisée, deux choses différentes, hein, par une sorte de communication que l'on pourrait appeler télélogie, pour autant qu'elle se sert d'une logistique et d'une logique symbolique qui vainquent, en effet, les distances sans passer par aucune médiation psychique ou pathique. C'est juste du logos enregistré et retransmis grâce à des antennes relais. Je n'insiste pas, mais vous n'aurez pas de peine à imaginer, je pense, en quel sens beaucoup d'enthousiasme en faveur de l'intelligence internautique qui scintille et ondule sur les réseaux relaie ces enthousiasmes, relaie une ferveur restée intacte pour l'ancienne magie via l'inconscient collectif jungien, par exemple. Mais nous nous sommes éloignés de l'intuition. Revenons-y grâce à cette inscription alors que j'ai préparé pour vous. Ce sera ma seule contribution au PowerPoint en réalité, parce que je n'ai pas de PowerPoint, sauf quelque chose que j'ai fait ce matin pour vous, hein, précisément. Alors, qui est non, c'est pas bon parce que j'ai tapé trop grand en fait. Ah oui, voilà, c'est bon. Alors, donc, vous connaissez la prononciation restituée, n'est-ce pas, de intuitio, qui est intuitio, en fait. Voilà. Et donc, j'avais pensé, voilà, réinscrire au fond, je dirais, la condition contemporaine du sujet télécommunicationnel par cette interprétation, si vous voulez, phonétique, hein, de intuitio. Hein, donc, c'est-à-dire que, au fond, je ne dis pas le jeu, hein, ce n'est pas le sujet, c'est peut-être le moi, au fond, hein, qui se soutient finalement de la télécommunication, tout simplement. C'est dans le tweet, enfin, c'est dans donc la télécommunication que se trouve le yo, hein, le yo qui est le moi, en fait. Hein, passage par l'espagnol, bon, que vous me tolérerez, je pense. Hein, j'aurais pu passer par l'italien, mais l'italien c'est io, hein, donc c'est un peu différent. Tandis que le yo espagnol va très bien. Voilà. Alors, je vais essayer d'en finir avec le PowerPoint, si vous voulez. En finir avec le PowerPoint. Ouais. C'est là que j'ai des difficultés. Alors, attendez. Si vous voyez une flèche, vous me le dites. Hein. J'essaie de... Ah! Il faut la prendre là-haut, je pense. Oui, parfait. Voilà. Alors, donc, ça fait une journée même hier soir déjà, ça fait presque 24 heures, que les gens me disent « Oh, mais Eric ne sera pas là, comme c'est dommage. » Bon, si vous voulez, à la fin, je suis un peu vexé parce que... bon, oui, Eric ne sera pas là, mais enfin bon...
Alors, bien sûr, je suis très désolé, bien sûr, qu'Éric ne soit pas là, mais bon, ceci dit, voilà. Éric sera très présent, ne vous en faites pas. On a préparé quelque chose au départ, et on s'était dit, au fond, qu'on allait peut-être vous passer quelques extraits de vidéos qu'on avait faites ensemble, et que nous allions les commenter. Et puis moi, j'avais eu aussi quelques idées que j'avais peut-être pas transmis à Éric, mais je pense qu'il les avait comprises malgré tout, sur des bouts de performances qu'on aurait pu rajouter et qui auraient été des performances méta-performantielles en quelque sorte, parce que ce seraient des performances à propos d'une activité performantielle, si vous me suivez. Mais je vais, sans transition pratiquement, commencer par vous montrer deux séquences qui ont été faites pour la grande exposition d'Éric au McVal. Je pense que c'était il y a 2 ans à peu près, et qui étaient donc des collaborations entre nous. Voilà, ça s'appelle strobisme. Et la première séquence va vous montrer, va vous expliquer le titre, tout simplement. Donc, il me semble qu'on doit expliquer à nos amis pourquoi ce titre strobisme. Strobisme, ça vient évidemment, c'est un néologisme. Il vient d'un nom propre que je vais écrire. C'est Straub. En fait, c'est le nom de deux cinéastes, Jean-Marie Straub et Daniel Huillier, et qu'on appelle, on a toujours appelé couramment les Straub, justement. Et je crois que pour nous, ça a été des gens très importants. Enfin, c'est toujours d'ailleurs des gens très importants. Donc il y a un moment où on a voulu en quelque sorte leur rendre hommage. Et c'est pour ça qu'on a créé les strobismes, qui sont une façon de reprendre un peu ce qu'ils ont fait. Oui, leur démarche avec l'intelligence particulière qu'ils ont mise à provoquer des moments de lecture, notamment, de gravité. Ouais, mais on s'est beaucoup fixé sur la lecture en réalité, voilà. Ouais. Enfin, nous, on a cherché à travailler spécialement la lecture, mais justement à travailler la lecture en duo. Oui. Alors c'est pour ça que tu pourrais mettre peut-être strobisme convergent et puis strobisme divergent. Parce donc on a plusieurs strobismes. On a fait les deux en même temps, enfin on a essayé de faire les deux. J'explique en même temps peut-être le strobisme convergent. Bon, le strobisme convergent, c'est quand Éric et moi, par exemple, on lit le même texte, c'est-à-dire on converge, on lit en même temps le même texte, c'est-à-dire on converge sur le même objet littéraire, enfin on peut dire. Et puis le strobisme divergent, c'est quand, au contraire, Éric lit un texte qui est différent du texte que je lis. Et c'est sûr, ça, pour l'auditeur, c'est difficile à, entendre. Il y a une sorte de balancement comme ça qui provoque une forme d'ennui, on peut dire. Que... nous, on n'hésite pas à dire ce mot, quoi. Non, on assume. Ouais. L'ennui, c'est comme une forme dégradée, pas dégradée, mais c'est une forme. C'est une forme de l'angoisse. Moi, c'est une forme douce, on dit. Nous, on dit c'est une forme douce. Forme douce de l'angoisse. Donc, ça, j'écris aussi. Et angoisse. Alors, angoisse, quand ça se trouve au cinéma, évidemment, on pense à des films catastrophes, Avalanche, Avalanche 1, Avalanche 2. Non. On prend un temps, un délai
pour essayer de faire comprendre comment on peut accéder au réel qui est inaccessible. Enfin, bon. Parce que c'est la transmission qui compte pour nous. Mais la transmission, elle se fait que par le réel en même temps. Voilà. Alors comment est-ce que... Alors, il y a 3 étapes. C'est nous qui lisons. 2, les gens qui nous filment. 3, les publics. La projection. Oui, la projection. 4, si le public vient, parce que c'est pas obligatoire. Et alors 5, des opérations de médiation pour dire vous vous êtes ennuyé, c'est normal. Voilà. Nous voyons donc que si Severini s'en prend souvent aux maladresses et aux attitudes présomptueuses et nationalistes de ses camarades futuristes, s'il conteste certains concepts fumeux et approximatifs inclus dans leur manifeste, il n'en demeure pas moins un défenseur de cette notion de dynamisme, de mouvement, de vie, de vitalité, qui était au centre même de toute la réflexion du futurisme. Mais aussi d'artistes tels que Léger. Du reste, Severini confirme certainement une thèse diffuse aujourd'hui chez certains spécialistes des avant-gardes et du futurisme. Je pense notamment à Giovanni Lista, selon laquelle l'idée que les premiers manifestes et textes futuristes ont fortement contribué à fournir des arguments critiques à Guillaume Apollinaire, Léger et Juan Gris, en vue de donner une réelle assise théorique au mouvement cubiste. Alors là, on voit bien la nuance. Severini, il n'entre pas dans les thèses fumeuses, dans les approximations, dans cette emphase nationaliste de ses amis futuristes. Alors, ses amis futuristes, qui sont-ils? Il y a Boccioni, Giacomo Balla, Carrà, et puis le théoricien, le poète Marinetti. Donc il n'entre pas dans les excès. C'est un type pondéré, quoi, Severini, quand même. Mais disons que il se concentre plutôt sur le cœur du futurisme, je dirais. Et qu'est-ce que c'est le cœur du futurisme? C'est cette notion comme il est dit dans le livre, de dynamisme. C'est le dynamisme. Ce dynamisme, la vie, la vitalité, mouvement. Donc ça, il y tient beaucoup. Donc c'est le paradoxe même du futurisme auquel Gino Severini est, je dirais... Il s'est confronté au paradoxe. Il s'est confronté au paradoxe du futurisme. C'est-à-dire, mouvement. Comment traduire le mouvement dans le médium qui est celui de la peinture, qui est statique au contraire. C'est un peintre. Gino Severini, c'est un peintre, bien sûr. Oui, alors là, ça c'est tout le... Ça c'est plus difficile, bien sûr. Bien sûr, c'est presque impossible, on pourrait dire. Se confronter à un impossible, un défi, un challenge. Voilà. Oui, ça c'est très beau, ça. C'est très artistique. C'est très artistique. Les artistes aiment beaucoup les challenges. Voilà. Alors, donc là, vous avez les deux premières séquences. Je tiens à dire et à remercier d'ailleurs aussi l'auteur du livre que nous avons lu ensemble, une page, qui s'appelle Giovanni Iopolo. Et c'est un livre sur le futurisme, comme vous l'aurez compris. Alors,
moi-même, j'ai apporté un autre livre dont je vais vous lire un petit peu des extraits. C'est un livre de Jean-Claude Milner qui vient de sortir, qui s'appelle « L'universel en éclats ». Et dans l'universel en éclats, il y a un dernier chapitre qui s'appelle « Être seul ». Alors, vous voyez, comment dire, ça doit pour vous consonner, bien sûr, avec ce que vous voyez sur l'écran et avec ce que vous voyez à la table. Vous voyez, hein, être seul. Donc, je commence un petit peu. Alors, ça risque d'être un peu chiant, donc je vais abréger. Hein. Dans l'un des courts textes méditatifs qui composent le livre à venir, Maurice Blanchot imaginait le jour où disparaîtrait le dernier écrivain. Il affirmait qu'alors ne régnerait pas le silence, mais le bruit, ou plutôt, disait-il, le murmure. Le bruit, ce serait ce qui s'entend après que tout langage a cessé. Peut-être d'ailleurs, avec le langage, disparaîtrait aussi l'écoute. Le bruit, alors, s'entendrait, mais ne s'écouterait plus. Donc, la réflexion de Jean-Claude Milner part de l'idée de Blanchot, du mythe du dernier écrivain. Qu'est-ce qui se passerait, voilà, qu'est-ce qu'entendrait le dernier écrivain? Alors ensuite, bon, Jean-Claude Milner continue sa réflexion. Je vous passe quelques étapes, comme vous le voyez d'ailleurs. Hein. Il en arrive à une interprétation par des voix qui resteront pour vous très mystérieuses, au jeu bien connu du Fort Da, interprété par Freud, en fait, qui a regardé son petit-fils jouer avec une bobine, et quand il lance la bobine sous le canapé, il dit forte, et quand il la rattrape, il la ramène vers lui, il dit da. Forte voulant dire loin, et da voulant dire ici, enfin là-bas, ici, en quelque sorte. Et voilà comment Milner donc interprète ce jeu à partir d'une numération, donc d'une façon assez mathématique au fond, et je suis content de raccrocher avec les propos mathématiques qui ont été tenus jusqu'à présent ici. Le 2 récurrent au cours du jeu n'est rien de plus et rien de moins que l'interaction d'un 1 et d'un 0. S'agit-il même du 2 en tant que nombre spécifié et distinct? On y reconnaîtra plutôt l'indice minimal d'une multiplicité foisonnante. Cette multiplicité s'articule à la solitude dans la forme de l'alternance indéfinie. L'alternance repose sur l'échange entre position de présence et position d'absence. Enfant, bobine, mère, phonème, les couplages surabondent, il y a toujours deux partenaires, mais l'enfant, comme partenaire, ne rencontre jamais que l'absence de l'autre partenaire, en sorte que le 2 se dément à l'instant où il se constitue. Du 0 et du 1 ne provient pas le 2 comme nombre achevé, mais le 2 comme emblème de l'illimité, de l'alternance réciproque entre absence et présence. La cause est située, une impossible simultanéité. J'arrête là et je reprends un peu plus loin, vers la fin, où il dit, Milner, finalement, le mythe du dernier écrivain de Blanchot, c'est plutôt le mythe du sujet parlant, puisque le sujet parlant est seul à parler lorsqu'il parle. Voilà la thèse de Milner, en quelque sorte. Et voilà ce qu'il écrit, d'ailleurs. Il croyait, il voulait parler de l'écrivain, mais il avait construit l'allégorie d'autre chose, le dernier écrivain et le nom de l'être parlant. Voilà. N'importe lequel d'entre nous qui commence à parler, il éprouve que dans l'instant qu'il aura cessé de parler, son tour sera passé. Un autre être parlant, il y en aura toujours au moins un, ce sera imposé. Alors vous voyez comment ça résonne dans le colloque, hein, ce moment, comment dire, cette phrase de Milner. Hein. Un autre être parlant, il y en aura toujours au moins un, ce sera imposé. C'est le conférencier suivant, hein, par exemple. Alors s'annule ici, celui qui, l'instant d'avant, parlait encore. C'était pour lui son dernier moment, j'indique ici, sans la parcourir, la voie de Kafka. D'autres moments reviendront, mais ils n'auront rien de commun. C'est donc toujours la première occasion et toujours la dernière. Dans le temps qu'il parlait, il imposait non pas son rythme, mais simplement sa parole, si peu rythmée qu'elle soit. Il était seul à parler pour la première et la dernière fois. Et alors, Milner en conclut finalement que l'écrivain représente l'être parlant, en ceci que
l'écrivain, enfin il pense surtout à Kafka, il pense à des gens comme ça, l'écrivain, en quelque sorte, rythme ou pulse, strie peut-être, dirions-nous, la parole seule, c'est-à-dire la parole de la solitude. Alors, je me suis appliqué ce texte à moi-même, je me suis dit, mais finalement, est-ce que Joseph, est-ce que ce n'est pas ceci finalement, ton écriture, ta poésie, est-ce qu'elle n'est pas, comme le dit Milner, une écriture de la solitude et une écriture qui résonne dans le vide de la solitude, dans le vide du silence? Est-ce que ce n'est pas chaque fois une prise de parole qui ne peut pas être interrompue par autre chose que par sa continuation? Vous voyez, il y a un modèle beckettien aussi, pensons à la fin de partie. Et réfléchissons à ça, et je me suis dit, alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu travailler avec Éric Duikertz, et notamment pourquoi dans ce dernier travail, je lui ai proposé que nous fassions une sorte de lecture à l'unisson. Et je pense que c'est pour aller, si vous voulez, contre ma propre écriture. Et c'est finalement pour en finir, enfin pas pour en finir, mais pour contrebattre cette pratique, vous voyez, de l'écriture où résonne la voix de celui qui parle seul. Alors, vous allez me dire, c'est un paradoxe, puisque, au fond, là, nous ne parlons pas vraiment ensemble, nous lisons ensemble, et nous lisons l'écriture d'un tiers, ou la parole restituée par l'écriture d'un tiers. C'est vrai, mais je vous ferai observer aussi que au moment où nous cessons de lire à l'unisson, nous commençons à dialoguer selon une modalité qui, idéalement pour moi, et je pense pour Éric aussi dans une autre manière, serait une modalité, si vous voulez, dans lequel celui qui prononce ceci et celui qui prononce cela n'ont pas beaucoup d'importance. Au fond, moi, j'essaie, avec Éric, d'être comme une sorte de numéro 1 ou de numéro 2. Enfin, il n'y a pas de numéro 1 et numéro 2, mais nous sommes un peu indifférents. Au fond, c'est comme s'il y avait une parole qui passait par la bouche de l'un ou par la bouche de l'autre. Et donc, il y a l'idée d'arriver, pour moi, de réaliser cet impossible de gens qui parleraient absolument ensemble. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que j'avais proposé cette idée de lecture à Éric. Alors, comment est-ce que nous pouvons parler, au fond, ensemble? Alors là, on vient sur le chapitre de l'intuition. Je dirais le premier cadre de notre intuition commune de la parole, il se caractérise par deux forces, pourrait-on dire. La première, c'est la paraphrase, puisque comme nous sommes dans la paraphrase de ce qui a été lu, nous avons une source commune qui est le texte, ou en tout cas la pensée de l'auteur. Et nous le paraphrasons à égalité. Et en fait, si on paraphrase bien, n'est-ce pas, quelque chose, j'aime beaucoup personnellement les paraphrases, je dois le dire, si on paraphrase bien quelqu'un ou un texte, on doit pouvoir arriver à quelque chose de parfait, si vous voulez. Que ce soit Éric ou moi, c'est parfait. C'est la pensée vraiment de Giovanni Iopolo. Voilà. Donc la paraphrase nous garantit, si vous voulez, une parole, l'unicité pratiquement, ou la communauté d'une parole. Et puis il y a une deuxième force, je dirais, c'est la tautologie. Alors la tautologie, je le prends au sens wittgensteinien, mais je retire le mot wittgensteinien, je le prends au sens simplement où il s'agit, pour moi, pour Éric aussi, je pense, en un sens de ne pas trop avancer de propositions différentes des propositions qui ont été avancées avant. Il s'agit simplement, au fond, de développer d'une manière tautologique ce qui a été dit, avec parfois des surprises, comme lorsque Éric feint de découvrir que comment dire, ce peintre est un peintre. Il dit « Ah bon, c'est un peintre !» Imbécile. Oui, bien sûr que c'est un peintre. Enfin, il le savait. Donc,
là, il y a un démenti de notre communauté de pensée. Mais c'est pas grave, parce que ça donne un peu de vie, si vous voulez, hein, aussi après. Bon, donc je vais maintenant passer à un deuxième extrait avec une deuxième réflexion, enfin, si ça ne vous ennuie pas. Alors là, évidemment, pour voir la flèche, c'est beaucoup plus dur. Hein. Ah, voilà. Et alors, on va passer celui-là, je crois. Me coucher. En langage universel. Je visite le stade et apprécie, si je croisais quelqu'un, comme il n'y a personne à cette heure-ci, la beauté des installations sportives de haut niveau qui permettent aux athlètes polonais de Zakopane de s'exercer, aimerais-je dire, en langage universel des signes, à quelqu'un, si je croisais quelqu'un, dans ces installations sportives de haut niveau, qui lui aussi se promènerait, mais je ne rencontre personne. Il est trop tard pour que les sportifs s'exercent. Dans ce texte, le nom de Zakopane revient très souvent, plus que stylistiquement ce serait nécessaire. Et je pense que le texte veut, en quelque sorte, faire entendre ce nom de Zakopane dans un moment où il n'y a personne. Enfin, Oui, faire résonner le nom de Zakopane dans Calcutta désert. Voilà. En quelque sorte. Et donc, c'est comme toi qui pâlis au nom de Zakopane. Toi qui pâlis au nom de Zakopane. Désert. Désert. Voilà. Au nom de Zakopane, désert. Alors, mais en même temps, Zakopane, on pense quand même à il y a un plan. Oui, le plan, le plan Zakopane. Voilà. Attention, parce que si on nous fait entendre à de nombreuses reprises Zakopane, c'est parce que c'est Zakopane. Et alors, ça monte et ça plane. Et c'est un envol. Donc le poète nous invite à d'abord le désert, mais l'ouverture. J'entends aussi quelque chose comme un thème du voyage qui serait l'accompagnement. Je vous accompagne, c'est-à-dire je suis avec vous. Il y a cette sorte de vouvoiement, je dirais. Vous accompagne. Et oui, là, c'est très très fort. C'est fort. Et on l'entend très bien. On l'entend. Il y a aussi peut-être dans le Z qui attaque, comme un bruit d'avion ou de vent, la bise par exemple, parce qu'à Zakopane il fait froid, il y a du vent, il y a du vent sur la plaine, plaine. Il plafonne parfois. Zaco plafonne.
Voilà. Alors là, je voulais faire un petit commentaire sur un autre aspect de l'intuition, moi qui m'intéresse beaucoup, pas tellement au sens théorique du terme, mais plutôt au sens pratique. C'est, si vous voulez, c'est l'intuition de l'autre. Là, je pense que dans ce passage, nous sommes beaucoup moins soutenus, surtout à la fin, par ce que j'ai appelé la force de la paraphrase et la force de la tautologie, qui sont des forces, je dirais, internes au langage, et nous sommes beaucoup plus, nous sortons finalement en douceur du langage pour aller vers quelque chose qui serait de l'ordre de la mimique parler, chanter, disons, hein, voilà. Voilà, et de la, oui, c'est la mimique, le geste, et là, donc, nous sommes quand même hors langage, et donc, il me semble que l'intuition, donc, s'il y a une intuition, c'est une intuition du devenir du mouvement, de nos mouvements réciproques, en quelque sorte. Hein. C'est où est-ce que nous allons, voilà, hein, où est-ce que nous allons. Et donc là, il faut, chacun d'entre nous, je pense, est totalement aux aguets de où est-ce que ça part. Hein, où est-ce que ça part? Et bien sûr, c'est l'autre, n'est-ce pas, qui est important. Mais c'est pas seulement l'autre, c'est aussi comment l'autre anticipe ce que moi je vais anticiper qu'il anticipe, n'est-ce pas? Donc il y a une sorte de mouvement circulaire ou de miroir infini, n'est-ce pas, qui fait en même temps l'action. Par exemple, la séquence que vous avez vue n'a été à peu près absolument pas préparée. Donc, ce qui arrive à la fin arrive justement, c'est un effet, n'est-ce pas, de cette, comment dirais-je, mutuelle intuition. Ça part, n'est-ce pas, comme ça. Et donc, là, je dirais, voilà, nous sommes dans... il faudrait renvoyer à la mimésis. À la mimésis, peut-être dans ce qu'elle a de plus enfantin, dans son noyau enfantin, puisque ce sont des exercices qui sont d'abord très peu conscients, de faire ce que l'autre fait. J'avais vu, il y a une très très belle vidéo d'Éric Ducaire, ça va surtout belle parce qu'elle cite une séquence, elle décompose, elle analyse une séquence de photos qui me touche beaucoup, où on voit deux petites filles dans un parc en Belgique, je crois, ou à Paris peut-être, qui sont l'une en face de l'autre et cachent un objet l'une pour l'autre derrière leur dos, se faisant face, et on voit comment dire, la mimésis opère presque à leur corps défendant. En fait, elles sont vraiment en miroir, hein, et leurs gestes sont en miroir. Voilà, c'est ce type de mimésis, voilà, qui travaille et auquel moi j'accorde beaucoup d'importance, même si je ne suis pas avec Éric Ducaire, dans ma vie aussi, hein, je travaille avec ça. Je vais vous montrer une ou deux autres séquences. Alors là, je ne sais pas si nous allons à Rome. Oui, Pompée avec lui porte le sort du monde et veut que notre Égypte en miracle féconde serve à sa liberté de sépulcre ou d'appui et relève sa chute ou trébuche sous lui. C'est de quoi, mes amis, nous avons à résoudre. Il apporte en ces lieux les palmes sous la foudre.
S'il corona le Père, il hasarde le Fils, et nous l'ayant donné, il expose mon Fils. Il faut le recevoir ou hâter son supplice, le suivre ou le pousser dedans le précipice. L'embarras du choix. L'embarras du choix. D'où vient ce choix? Ce choix, il arrive, c'est une pièce de Corneille qui s'appelle La mort de Pompée. Alors, ce choix, il arrive au début de la pièce, on le voit, parce que c'est Ptolémée, le roi de Memphis, Memphis, il n'est pas... Non, ce n'est pas Memphis, Tennessee. On est dans une autre époque. Et un autre territoire, l'Égypte, n'est-ce pas? L'Égypte, oui. Donc, le roi de Memphis, Ptolémée, voit arriver dans sa ville Pompée, qui fuit après avoir perdu la bataille de Pharsale contre César. Ah bon. Ptolémée l'accueille dans un premier temps, mais soit il prend les armes en quelque sorte avec les débris de l'armée de Pompée ou Pompée lui-même contre César, ce qui est très risqué. Ah oui, parce que César est victorieux et voilà. Et César ne va pas rigoler avec cette histoire-là. Voilà. C'est vrai. Soit l'ayant accueilli, il le fait tuer, tout simplement, pour plaire à César et dire à César, voilà, nous avons un gage de... Oui, pas mal. Voilà. L'Égypte sert de champ de bataille. Exactement. Ce serait un peu comme l'Irak à l'époque, en fait, ou l'Afghanistan, je ne sais pas. Enfin... L'Égypte sert de champ de bataille. Le roi d'Égypte, plutôt faible, c'est des armées romaines qui se battent chez lui. Exactement. Il se dit, lequel je vais prendre comme allié, Pompée ou César? Voilà. Alors là, c'est une suite d'alternance. Non, l'alternance, on dirait de balancement ou d'antithèse, plus exactement. Des antithèses. Ce sont des antithèses. Alors par exemple, ayant sauvé le ciel, sauvera bien la terre. Ou bien, s'il corona le Père, il hasarde le Fils. Le suivre ou le pousser dedans le précipice, l'un me semble peu sûr, l'autre peu généreux. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de un affolement devant l'alternative. Devant le choix, oui. Devant le choix. Voilà. Ou bien. Alors, c'est pas le ou bien Kierkegaardien, voilà, c'est le ou bien cornélien. Cornélien, donc c'est le dilemme. Un choix cornélien. Un choix cornélien, c'est le dilemme cornélien. C'est là que ça vient. Voilà. Voilà. Et moi, je trouve très réussi, disons, ce début, parce que ça démarre très fort. Ça démarre très fort. D'abord, il y a ces images magnifiques de bataille, les flots, les troncs pourris exhalent dans les vents, des choses comme ça. Les flots grossis par le sang. Voilà, c'est ça. Les fleuves de sang. Les fleuves de sang rendus plus rapides par de temps de parricides. De parricides, pourquoi des parricides d'ailleurs? Parce qu'ils ont tué leur père, non? Non, pas du tout. C'est parce que à Pharsale, ce sont les Romains qui se sont battus contre les Romains. Et donc c'est en quelque sorte des frères de sang qui se sont battus entre eux. C'est ça le parricide au fond. Voilà. Fratricide alors. Il aurait pu mettre fratricide, mais Corneille préfère le parricide. C'est plus grave. Et en plus, Pompée est le gendre de César ou l'inverse, je ne me souviens plus. Enfin, ils sont liés par un... un lien... c'est ça. Par les liens du mariage. Donc, c'est pas les liens du sang, c'est les liens du sperme, on pourrait dire. Enfin, Non. C'est un style un peu pompeux, mais... Mais justement, Corneille le dit d'ailleurs, il dit « Je veux tenter une tragédie en style pompeux ». Ah ben il a raison, il a réussi son coup. Voilà. Et la pompe pour lui c'est quelque chose... Quelle ampleur. Quelle ampleur, oui. Quelle ampleur. C'est ce que je dis, quelle ampleur. Quelle ampleur. Quelle amplitude. Quelle amplitude. Oui. Quelle amplification. Oui, c'est... Tout devient grand. On respire quand même. Il pourra prêter l'épaule au monde, chancelant. The simple modifications are thus named and defined. Good.
Number one, Yeah. Cirrus. Number one, Cirrus. 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 Definitio. Alors, c'est du latin. Alors, la définition, c'est nubes cirrata tenuissima que undique crescat. Ça veut dire, elle est grandie comme ça. Alors, Très ténu. Tenuissima. tenuissima. Nubes. Cirrata. Tenuissima que undique crescat. Parallel. Parallel. No. Parallel. 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 That's faction. better. A definite improvement. Start Flexius. again. Parallel. No. Parallel. 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 Listen to the L in the middle. Parallel. Parallel. Open your mouth wide. Parallel. Parallel. It seems to be good. No? It's not bad, but it's too American. Parallel. Parallel. That's worse. Parallel. Flexius. Flexious. Flexus. Or diverging fibers. Extensible in any or in all directions. No. No, directions. 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 Ah. Start the phrase again. Parallel. Flexus or diverging fibers. You're Extensible. swallowing your words. Try and pronounce each word separately. Parallel. Flexus or diverging fibers. Extensible in any or in all directions. That's much better. Number two. Number two, cumulus. 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 Definitio. Nubes cumulata densa. Sursum crescens. Nubes cumulata densa sursum crescens. Convex or conical heaps. Sorry? Convex or I couldn't hear you. convex or conical heaps. Conical heaps. Increasing upward. No. Increasing. Increasing. Speak louder. Convex or conical Conical heaps. Increasing upward from From a horizontal base. Base. Oh, sorry. Base. Not base. No, base. 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 Increasing. Base. Increasing. Increasing upward from a horizontal base. Horizontal. With an H. Horizontal. Convex or conical heaps. Increasing upward. Increasing. Upward With the S, from. there's no Z. No. Let's begin from the beginning. Start again. Let's We start again. Convex or conical heaps increasing upward from a horizontal base. That was the cumulus. Cumulus. Number three. Number three, Stratus. 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 Again? Stratus. Stratus. That's American. We're trying to speak English. Stratus. 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 Open your mouth wider when you speak. Open the mouth. You're mumbling. You're mumbling. Stratus. 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 Definitio. Nubes strata aquae modo expensa de orsum crescens. Widely extended. 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 Widely extended. Widely extended. Widely extended. Continuous. Horizontal sheet. Horizontal. 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 Good.
horizontal sheet increasing from below. Increasing from below upwards. Upward. From below upwards. This application of the Latin word stratus. 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 Stratus is a There's little a subtle difference. stratus. Let's listen to it. Stratus. 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 You got it? He got it. You know. Stratus. Stratus. That's better. Stratus. Stratus. That's much better. Latin word stratus is a little forced. It's a little But- because but- le latin stratus est Un peu forcé. c'est un peu exagéré pour parler, mais But the substantive stratum did not agree in its terminating. Substantive. substantive. But the substantive stratum did, Stratum. but the substantive stratum did not agree in its termination with the other two. L'idée est simple. You, ok, l'idée est simple. Alors, je vais arrêter là. Évidemment, la mimésis dont je parlais, il me semble que ça peut tout à fait renvoyer à un certain sens de l'intuition dont nous avons discuté jusque-là. Cette donc mimésis de l'autre ou mimésis des miroitements entre moi et l'autre s'exprime particulièrement bien, me semble-t-il, dans le domaine du chant. Et j'ai beaucoup chanté avec Eric d'une manière souvent privée, c'est-à-dire que et je dois dire d'ailleurs à ce propos que j'ai beaucoup embarrassé des invités chez moi parce que j'invitais des gens, par exemple j'invitais Eric et après nous passions la soirée à chanter. Alors disons que les personnes qui avaient été invitées, bon, chantaient aussi, mais parfois de mauvais gré. Parce que bon, elles auraient préféré avoir une conversation, ou enfin, et donc voilà. Mais il y a eu un moment, si vous voulez, où à Nice, ça se passait à Nice, nos chansons étaient devenues un peu plus connues. Et alors, par exemple, au cours d'un repas, si vous voulez, nos hôtes, alors parce que là, on était invités, par exemple, avec d'autres personnes, nos hôtes disaient, est-ce que vous pourriez nous chanter quelque chose un petit peu, voilà. Et donc, on chantait. Et alors, ce qui était remarquable, si vous voulez, enfin, de mon point de vue, hein, c'est qu'on ne savait jamais ce qu'on allait chanter, hein, puisqu'on chantait uniquement, si vous voulez, comme ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire en se précédant suivant. Donc c'était la surprise. Hein, c'était la surprise.
parfois, ça se passait, par exemple, pas très bien, mais finalement, ça se passait bien, même si ça se passait pas très bien, parce que Eric, par exemple, devenait extrêmement timide, alors il chantait à voix très très basse. Moi, je le suivais très très bas, et on arrivait à des choses presque inaudibles. Donc, si vous voulez, je comptais terminer cette séance peut-être par une improvisation solitaire qui serait pas une improvisation en mémoire d'Éric parce qu'il n'est pas mort, hein, mais une improvisation en hommage plutôt à Éric. Alors je vais voir ce que ça va donner avec le micro. Hein. Et là, je vous assure que j'improvise totalement. Hein.